Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Un nouvel ambassadeur camerounais prend ses quartiers à Paris. André Magnus Ekoumou a officiellement pris ses fonctions à l'ambassade du Cameroun en France ce 2 septembre. Sa principale mission sera d'assurer l'unité de tous les Camerounais. Le bureau d'investigation du Rwanda a annoncé le 31 août l'arrestation de l'opposant Paul Rusesabagina, celui qui a inspiré un film hollywoodien sur le génocide de 1994, est accusé par les autorités de terrorisme et d'actes pour déstabiliser le pouvoir en place. Et la République démocratique du Congo va en guerre contre les ports privés illégaux et clandestins. Les autorités ont décidé de fermer ces structures qui ne cessent de se multiplier à travers le pays au détriment de la société commerciale des transports et ports censée gérer 90% du fret maritime congolais. Un nouvel ambassadeur camerounais a officiellement pris ses fonctions en France ce mercredi 2 septembre. Il s'agit du diplomate André Magnus Ekoumou. À 63 ans, ce doctorant en droit public se frotte à un enjeu de taille, rassembler tous les Camerounais à l'heure où la diaspora camerounaise est divisée. Reportage de Kamesh Katapoulé, Paul de Singwe avec les moyens techniques de Ousseynou Gueye. Une cérémonie solennelle. Ce mercredi 2 septembre, le nouvel ambassadeur du Cameroun en France, André Magnus Ekoumou, a présenté les copies figurées des lettres de créance, des documents qu'il a remis à son hôte, Pierre-Christian Sokoja, le directeur adjoint du protocole d'État et des événements diplomatiques de la France. À 63 ans, ce diplômé de l'Institut des relations internationales du Cameroun succède à Alfred Ndini. Monsieur le directeur adjoint du protocole d'État et des événements diplomatiques, j'ai pour transmission à son Excellence, Monsieur Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, de l'aide de créance qui m'accrédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. En même temps, j'ai l'honneur de vous remettre les lettres de rappel de mon prédécesseur. Merci. Nommé par décret présidentiel le 30 juin 2020, André Magnus Ekoumou a officiellement pris ses fonctions le 19 août dernier. Il arrive à Paris à un moment où la diaspora camerounaise est divisée depuis l'élection présidentielle d'octobre 2018. À peine en fonction, le nouvel ambassadeur a donc pour mission principale d'unifier tous les Camerounais. Un défi majeur pour le diplomate, à l'heure où les brigades anti-sardinards deviennent de plus en plus influentes, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Comme je l'ai dit lors de mes précédentes sorties, je suis venu rassembler les Camerounais. Le président m'a dit allez rassembler les Camerounais, tous les enfants du Cameroun. L'ambassade du Cameroun à Paris est la maison commune de tous les Camerounais. Donc c'est pour cela que je suis là. Je le répète, il n'y a ni basse, ni patriote, ni Betty, il y a seulement le Cameroun. Le Cameroun est au-dessus de tous ces courants-là. Ce qui compte, c'est le Cameroun. Parmi les nombreux défis auxquels il devra faire face, le nouvel ambassadeur du Cameroun à Paris aura également pour mission de rétablir un climat d'apaisement au sein de l'administration de l'ambassade, une administration qui était en proie à des tensions sous l'ancienne équipe dirigeante. Également dans l'actualité au Mali, les discussions se préparent pour assurer une bonne transition 2 semaines après le renversement du président Ibrahim Boubacar Keïta. La junte militaire actuellement au pouvoir organisera les 5 et 6 septembre 2 journées de concertation nationale sur la gestion de la transition. Parmi les participants invités à se joindre à ces négociations, on peut compter les opposants du M5 RFP, les partis politiques, les organisations de la société civile, les syndicats ainsi que les groupes armés signataires de l'accord de paix de 2015. Rappelons que les militaires du Comité national pour le salut du peuple et les groupes armés se sont rencontrés ce 1er septembre au ministère de la Défense.
Son histoire a inspiré un film qui porte le nom d'Hôtel Rwanda et sa personne a fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. L'opposant rwandais Paul Rusesabagina a été arrêté le 31 août à Kigali. L'homme de 66 ans est accusé d'actes terroristes. Les autorités le soupçonnent également d'avoir financé des groupes rebelles depuis l'étranger pour déstabiliser le régime en place. Reportage de notre correspondant Fraternda Keisenga. C'est lui, l'homme qui a inspiré le film hollywoodien Hôtel Rwanda, le héros qui a sauvé des centaines de vies à l'hôtel des 1000 collines, dont il était le manager en 1994 lors du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda. En menottes, Paul Rusesabagina a été présenté aux journalistes le 31 août à Kigali. Il est accusé par la justice rwandaise de plusieurs crimes, dont le terrorisme. Paul Rusesabagina est soupçonné d'être le fondateur, dirigeant et financier des groupes terroristes armés qui opèrent depuis la région et à l'étranger. Cela fait longtemps qu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt international recherché pour répondre aux charges contre lui, notamment le terrorisme, financer les crimes de terroristes, les incendies criminels, l'enlèvement et le meurtre des civils sur les territoires rwandais. Paul Rusesabagina est devenu célèbre après que le film Hôtel Rwanda, sorti en 2004, a raconté ses efforts pour sauver des centaines de Tutsis pendant le génocide de 1994. Il a ensuite reçu plusieurs prix accordés aux défenseurs des droits de l'homme pour ses efforts visant à sauver des vies, y compris la médaille présidentielle américaine de la liberté en 2005. Plusieurs survivants de ce génocide contestent ses actions qualifiées d'héroïques. Rusesabagina a été arrêté en étroite collaboration avec les pays qui ne seront pas cités à cause de l'enquête qui est toujours en cours. Les détails concernant l'endroit où il a été arrêté seront communiqués après l'aboutissement des investigations. Depuis plusieurs années, Paul Rusesabagina vivait en exil en Belgique. L'homme de 66 ans avait également fondé un parti d'opposition contre le pouvoir de Kigali. Également dans l'actualité, en Tunisie, le gouvernement du Premier ministre Hicham Mechichi a obtenu ce mardi 1er septembre la confiance du Parlement, ce qui a permis d'éviter la convocation d'élections législatives anticipées. Après une séance plénière de près de 15 heures, les députés tunisiens ont approuvé l'équipe de technocrates, notamment composée de juges, d'universitaires ou encore de fonctionnaires, avec 134 voix sur 217. Rappelons qu'il s'agit du deuxième cabinet présenté en 6 mois. Les ambitions se dessinent en Centrafrique à 4 mois de l'élection présidentielle. Pour l'instant, 5 candidats prétendent à la magistrature suprême. Parmi eux se trouvent d'anciens chefs d'État comme Catherine Samba-Panza ou encore François Bozizé. Ce dernier a d'ailleurs été investi en juillet par son parti, le Kwanakwa, confiant que le salut de la Centrafrique ne viendra que par son candidat. Un sujet de la rédaction. Sa candidature a été annoncée le 25 juillet, soit 7 mois après son retour d'exil à l'étranger, long de 6 années. L'ancien président centrafricain François Bozizé brigue le fauteuil présidentiel à l'élection de décembre 2020. Arrivé par la force à la tête de l'État en 2003, ce général de l'armée a été renversé en 2013 par la coalition de mouvements rebelles Séléka. Il part aujourd'hui à la reconquête du pouvoir en prônant son bilan. Lorsque nous étions en responsabilité, beaucoup d'avancées ont été faites sur plusieurs domaines. Sur la question même fondamentale qui est celle de la paix. Où en est-on aujourd'hui? La situation, elle est apocalyptique. Les 3/4 du pays sont contrôlés par des forces armées. Le coup d'État de 2013 a plongé le pays dans une guerre civile marquée par de violents affrontements communautaires entre la Séléka et les milices anti-Balaka, apparues pour soutenir le président déchu. Le retour aux affaires de François Bozizé s'annonce périlleux puisque ce dernier est toujours sous sanction des Nations Unies, accusé d'avoir joué un rôle dans la crise de 2013. Mais pour ses partisans, c'est évident, François Bozizé se présente comme l'homme de la situation à la prochaine élection. Ne perdons pas de vue que M. Bozizé est avant tout un militaire, un officier général.
un ancien chef d'état-major qui connaît tous les arcanes de l'armée. Malgré un accord de paix signé en février 2019 à Khartoum au Soudan, entre le gouvernement centrafricain et 14 milices, les 2/3 du pays sont toujours contrôlés par des groupes armés. Le scrutin présidentiel prévu le 27 décembre 2020 est considéré comme à haut risque. Certains observateurs dénoncent d'ailleurs le retard pris dans l'organisation de cette élection. Les funérailles de l'ancien président congolais Pascal Lissouba se sont déroulées à Perpignan dans le sud de la France le 31 août. Parallèlement, les sympathisants de son parti, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, s'étaient réunis en République du Congo pour lui rendre un dernier hommage. Après avoir quitté le pouvoir en 1997 à l'issue d'une guerre civile, Pascal Lissouba aura vécu en exil jusqu'à son dernier soupir. Reportage de notre correspondant, Deva Panzou. La famille de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale a symboliquement rendu hommage à l'ancien président Pascal Lissouba, fondateur du parti, ce lundi 31 août 2020 au siège du parti à Brazzaville. Un moment de douleur partagé avec les parents, amis et connaissances de l'illustre disparu. Nous pouvons vous assurer, et c'est un engagement, que l'UPADES vivra et vivra encore plus fort. C'est un moment très douloureux de perdre un grand homme comme Pascal Lissouba. La nouvelle nous est parvenue, il y a pratiquement une semaine. En tout cas, nous sommes dans la tristesse la plus absolue. Ce que j'ai le plus retenu de lui et qui restera, je pense, mémorable dans les cœurs et la vie de tous les Congolais et un exemple, c'est qu'il a vraiment travaillé pour l'unité du Congo. Le professeur Pascal Lissouba a en effet été enterré provisoirement à Perpignan en France ce 31 août 2020. En attendant le rapatriement souhaité de son corps en République du Congo, les représentants des partis politiques et hommes d'État se sont recueillis à titre symbolique. J'ai été son ministre pendant un temps du développement industriel, chargé de la pêche et de l'artisanat. Et c'est un homme vraiment, un homme exceptionnel, un homme de science qui a marqué la vie politique de ce pays. La disparition du président Pascal Lissouba est un moment qui doit nous permettre tous de nous transcender. Et je souhaite vivement que son corps soit ramené au Congo pour que nous puissions l'honorer compte tenu des services qu'il a rendus à notre pays. Comme ici à Brazzaville, les cérémonies de recueillement ont aussi eu lieu dans d'autres départements du pays. Notons que le décès du fondateur de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, Pascal Lissouba, a suscité un élan de solidarité au sein de la classe politique congolaise. Les autorités de la République démocratique du Congo veulent mettre fin à la concurrence déloyale dans le domaine maritime en encourageant la fermeture de tous les ports privés, illégaux et clandestins, des structures accusées de porter atteinte au monopole de gestion et d'exploitation de la société commerciale de transport et ports, censée gérer près de 90% de tous les frets maritimes congolais. Nathalie Mo. Tous les ports privés illégaux sont fermés en République démocratique du Congo. Une mesure instruite par le président Félix Tshisekedi qui révèle leur impact sur les revenus de la Société commerciale des transports et ports, l'entreprise publique de gestion des activités portuaires dans le pays. Et ce qui est arrivé aujourd'hui avec les petits ports qui en réalité servent de passe-droit aux fraudeurs est quelque chose qui arrive très malheureusement, y compris dans les ports publics et les ports privés connus. Les activités des ports privés vont à l'encontre des lois de la République démocratique du Congo. Fait particulièrement inquiétant, les opérateurs de ces ports privés ont entretenu des rapports conflictuels avec différents services publics, notamment la police ou encore les services de douane. Une des choses qu'il est important de régler dans les ports congolais, aussi bien ceux qui sont du secteur public que ceux qui sont du secteur privé mais formel, c'est la question de l'informatisation et la transformation numérique pour être en mesure de tracer les informations. En République démocratique du Congo, 90% de l'ensemble du fret est géré par la Société commerciale des transports et ports en vertu de l'ordonnance numéro 71/307 du 3 décembre 1971. Cependant, cette entreprise est en perte de vitesse, situation que de nouveaux mandataires nommés le 10 juin 2020 devront renverser.
La période de quarantaine imposée par le nouveau coronavirus aura inspiré plus d'un auteur. C'est le cas de l'écrivain congolais Ferréol Gasaki qui a publié en juillet un ouvrage de 65 pages, des poèmes intitulés « La foi de Ferréol » qui exprime la douleur ressentie suite à la disparition de proches emportés par la Covid-19. Reportage de notre correspondant Deva Pansou. Les 3 mois de confinement ont été inspirants pour l'écrivain Ferréol Gasaki. L'écrivain congolais en a profité pour bâtir les 41 textes poétiques contenus dans son nouveau recueil intitulé « La foi de Ferréol » et publié en juillet 2020 aux éditions Renaissance africaine. À nos chers disparus, ce sanglot invisible ne cesse de me poursuivre. Me rappeler combien vous demeurez en moi. Je ne vous oublie point. Et chaque jour qui passe me rappelle vos vies. Combien vous m'avez construit et ainsi permis l'achèvement. Dans ce recueil poétique, l'auteur exprime une douloureuse reconnaissance envers des défunts et défuntes qui lui étaient chers, mais qui n'ont pu résister au passage fracassant du coronavirus. C'est donc touché par le drame causé par la Covid-19 que Ferréol Gasaki a aussi exprimé sa douleur, ses difficultés, sa rage devant l'incapacité des humains à trouver une solution à cette pandémie. Nous avons subi de plein fouet les tourments de la Covid-19 et donc ce virus-là nous a tous mis en émoi et nous avons réagi diversement. J'ai beaucoup réfléchi par rapport à ce drame et voilà, ça m'a inspiré tant de poèmes et voilà comment j'ai pu écrire ce recueil de poèmes. Ferréol Gasaki est le député de la 3e circonscription de Poto-Poto dans le 3e arrondissement de Brazzaville depuis 2017. Diplômé en relations internationales, il comptait déjà 2 ouvrages à son actif avant la publication de celui-ci, Les hasards du destin paru en juin 2019 et Frikia, pèlerin des âges, publié en juin 2020, les 2 aux éditions L'Harmattan Congo-Brazzaville. La Fédération camerounaise de football se montre prudente quant à la reprise des championnats élite 1 et 2, et ce malgré la stabilité observée dans la propagation de la pandémie de Covid-19. Le pays enregistre à ce jour plus de 19 000 cas et 411 décès. Par mesure de précaution, l'instance sportive a remis à plus tard la relance de la saison 2020-2021. Plus de détails avec Nathalie Mo. La reprise du championnat de football élite 2020-2021 du Cameroun repoussée. Les activités sportives vont reprendre en octobre 2020, contrairement au 26 septembre 2020, comme préalablement prévu par la Fédération camerounaise de football. Raison de ce report, la persistance de la pandémie de Covid-19. Il est vrai qu'au Cameroun, la pandémie est bien maîtrisée, mais certaines mesures ont été prescrites, notamment restreindre le nombre de personnes dans un rassemblement public ne nous permet pas dans la présente situation de reprendre l'entraînement et éventuellement les compétitions. Nous devons clarifier tous ces points avant de pouvoir fixer une date pour le coup d'envoi. Outre la nécessité de respecter les mesures barrières contre le Covid-19, le report de la reprise du championnat de football élite au Cameroun va aussi permettre de mieux préparer la saison prochaine. Pour que la saison de football du Cameroun en Ligue 1 soit meilleure que celle de la saison dernière 2019-2020, il faudrait simplement que les équipes aient à disposition les stades gazonnés. Et je pense qu'on peut atteindre cet objectif. Si tant est que la pandémie est toujours présente et persiste et qu'on a une recrudescence des cas, on devrait faire jouer les matchs à huis clos car nous avons encore du temps d'ici au CHAN, voire 4 voire 5 mois pour pouvoir voir comment la pandémie évolue afin de faire venir les gens au stade. Pour la saison 2020-2021, la Fédération camerounaise de football annonce la gratuité de l'affiliation au club. Dans le même temps, l'instance fêtière du football camerounais a donné jusqu'au 15 septembre 2020 au club pour organiser leurs assemblées générales. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.